Bonjour à tous et soyez remerciés de votre présence. Pour les personnes qui avaient déjà assisté à notre premier webinaire, savent que je suis Amaury Nennon. Je travaille chez Traxio depuis juin 2024 et je suis le responsable des 3 webinaires sur la gestion des incapacités de travail. Alors, comme vous l'entendez, je suis francophone, je comprends le néerlandais, je le parle aussi, et je m'exprimerai en première partie de ce webinaire en néerlandais, donc pardonnez mes éventuelles erreurs. Voorkomen tijdens mijn presentatie. Voorbaat mijn excuses daarvoor. Ik zal dus het eerst... Donc, je présenterai les diapositives en français pendant la partie où je m'exprime en néerlandais et vice-versa. Un grand merci. Alors, dans notre deuxième module, nous allons aborder la réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Comme vous le savez, mon objectif n'est pas de couvrir un cours ex cathedra de droit, mais le sujet de ce midi est beaucoup plus complexe que celui de la semaine dernière et j'essaierai donc d'être aussi pratique que possible et d'illustrer mes principes par quelques exemples. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la fonction des questions et réponses et j'y répondrai à l'issue du webinaire lors d'une petite séance de questions et réponses. Donc, première question, pourquoi la réintégration des travailleurs est-elle tellement importante? Eh bien, il y a plusieurs raisons, dont la première et la plus importante montre que plus l'absence est longue, plus le pourcentage de retour au travail est faible. Lorsqu'un travailleur est absent plus de 6 mois, par exemple, les chances qu'il reprenne le travail sont réduites de moitié. Et donc, si vous voulez réintégrer des travailleurs, il est indispensable de vous montrer proactif, de ne pas attendre trop longtemps. Deuxième raison, lorsque vos travailleurs sont absents et ne travaillent pas donc, ils coûtent à l'employeur évidemment. Par exemple, la prime de fin d'année. Chaque année, on doit appliquer la commission paritaire 112 et on assimile les jours d'incapacité de travail à des jours assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. Et donc un travailleur qui n'a pas travaillé en 2025 pourra réclamer sa prime de fin d'année en 2026. La même chose pour les écochèques. La réintégration des travailleurs sert également à réduire ses coûts. Une autre raison qui est évidente d'après moi, c'est évidemment l'organisation de l'entreprise et l'assurer. Un travailleur en incapacité de travail signifie que ses tâches ne sont pas exécutées et à court terme, c'est ennuyeux, mais vous trouverez probablement des solutions provisoires. Par exemple, la répartition des tâches parmi les collègues, le recours à des intérimaires. Mais à long terme, ces solutions ne sont pas tenables. L'intérim, ça coûte très cher et c'est un emploi qui n'offre aucune sécurité pour le travailleur. Et puis, évidemment, cela augmente la pression de travail sur les collègues. Ça coûte cher aussi parce que cela crée un risque de fatigue, un risque, qui sait peut-être aussi, de burn-out. Donc, les incapacités de travail risquent aussi d'augmenter les licenciements dans votre entreprise ou les démissions volontaires de vos travailleurs. Et donc, en fait, il faut veiller
à assurer l'organisation la plus parfaite de votre entreprise. Et il est également très important car, vous le savez, nos secteurs sont des secteurs en pénurie et nous sommes en permanence à la recherche de travailleurs et nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir les embaucher. Et si on ne parvient pas à rendre les métiers attractifs, eh bien, il faut pouvoir compter sur les gens que nous avons déjà dans notre effectif du personnel et éviter évidemment qu'ils quittent la société pendant l'incapacité de travail à longue durée d'un de leurs collègues. Et quatrième raison pour laquelle il est important de prendre le problème de l'incapacité de travail à bras-le-corps, c'est la volonté politique, évidemment. Il y a toute une série de lois et de règles auxquelles on doit se tenir, les pensions, enfin toutes ces règles du droit du travail. Et en fait, pour faire face à tous ces défis, la réintégration est une priorité politique et c'est d'ailleurs aussi dans ce sens qu'a été élaboré l'accord gouvernemental et l'accord gouvernemental prévoit des sanctions pour les personnes qui se mettraient en défaut. Et donc, tout d'abord, il y a déjà un moyen de faciliter la réintégration en appliquant certaines règles. Depuis 2023, vous avez une obligation d'information de toute personne qui est absente depuis plus de 4 semaines et c'est une obligation et c'est une opportunité aussi de remettre vos travailleurs en absence de longue durée plus rapidement au travail. Alors, à côté de cette obligation, vous devez également savoir que le médecin du travail doit informer les travailleurs sur leurs obligations, par exemple la visite médicale avant la réintégration ou le trajet de réintégration. Et pourquoi? Eh bien, comme objectif, évidemment, c'est de faciliter en fait l'adaptation, la reprise du travail, moyennant la recherche de solutions communes avec le médecin du travail ou le conseiller en prévention pour faciliter la reprise du travail de votre travailleur. Alors, que faire? Eh bien, c'est évidemment de discuter avec votre travailleur. Vous lui envoyez à votre travailleur en incapacité, vous informez le médecin du travail qui lui envoie un courrier informant le travailleur de toutes les possibilités de réintégration et le médecin du travail peut également téléphoner régulièrement aux travailleurs en incapacité de travail pour l'aider à reprendre le travail ou à élaborer un trajet de réintégration. Alors, quel est notre programme ce midi? Eh bien, tout d'abord, nous allons aborder le point de l'examen de pré-reprise. Ce sont des instruments anciens, mais qui peuvent être parfaitement intégrés dans une politique de réintégration moderne. Ensuite, nous aborderons les notions d'aménagement raisonnable. C'est une notion assez complexe, mais elle est quand même de grande importance lorsqu'on parle de réintégration. Ensuite, nous aborderons le mi-temps médical. Nous parlerons aussi en finale du trajet de réintégration 2.0. Donc, la première partie de notre présentation, l'examen de pré-reprise. Quelle est la grande différence entre les deux procédures? Eh bien, l'examen de pré-reprise est un mécanisme qui ne vise pas en fait la reprise, mais qui
vise plutôt l'évaluation de l'état de santé du travailleur. Et si je vais en parler, c'est parce que c'est fort important, parce que c'est utilisé dans le cadre des projets de réintégration. Alors, les travailleurs visés, ce sont ceux qui sont en incapacité de travail depuis minimum 4 semaines et qui sont désireux de reprendre le travail. Alors, tous les travailleurs, non, nous nous adressons uniquement à certaines catégories de travailleurs, ceux qui travaillent dans un poste de sécurité ou qui exercent leurs fonctions dans un poste de vigilance et enfin ceux qui sont actifs dans un risque défini. Alors, qu'est-ce que cela implique précisément? Eh bien, un poste de sécurité, c'est un poste où les moyens de travail sont utilisés, par exemple, où des outils sont utilisés, par exemple une dépanneuse, un chargeur télescopique. Donc, dans nos secteurs, nous pouvons dégager certaines catégories de chauffeurs, de mécaniciens, de dépanneurs. Ce sont eux qui sont visés. Alors, les postes de vigilance, c'est une fonction où on veille en continu sur une installation et où le moindre manque de vigilance peut mettre en danger autrui, des personnes tierces. Et donc, chaque activité, en somme, pour lesquelles l'analyse de risque présente des risques pour la santé des travailleurs. Et donc, dans notre secteur, par exemple, certains mécaniciens qui interviennent sur des poids lourds peuvent tomber dans cette catégorie. Et en tant qu'employeur, vous pouvez ou devez vous assurer que le travailleur ne reprendra pas le travail dans une fonction de ce type sans se soumettre à une visite médicale. C'est une obligation légale. Et à défaut, vous risquez de vous exposer à des sanctions. Alors, on procède à cet examen de reprise du travail au plus tard un jour avant la reprise du travail, au plus tôt un jour et au plus tard 10 jours. Et donc là, vous contrôlez tout simplement si votre travailleur est apte à reprendre le travail et, si nécessaire, vous devrez procéder à des adaptations du poste de travail. S'il est en incapacité de reprendre le travail, eh bien, vous devez accepter de procéder à des adaptations du poste de travail telles que recommandées par le médecin du travail. Donc, toutes ces aides à la reprise du travail sont de véritables outils pour vous, employeurs, et ça vous permet d'évaluer si le travailleur sera apte à reprendre le travail et à préparer cette reprise du travail. Donc, tous les travailleurs de votre entreprise qui demeurent en incapacité de travail, eh bien, peuvent aussi utiliser ces outils, et les autres moyens ont tous pour objectif de vérifier la capacité à reprendre le travail de votre travailleur et donc d'analyser sa situation au moment de la reprise du travail. Et donc, en tant qu'employeur, vous devez informer vos travailleurs sur l'existence de ces moyens, de ces aides, mais le médecin de travail a également pour obligation d'informer vos travailleurs de l'existence de ces moyens. Et personnellement, je pense que cette double information n'est pas inutile, donc veillez toujours à informer les médecins du travail. Ce sera un bon point pour vous, un bon point pour le travailleur. Alors, donc, vous avez le droit de demander un examen médical qui passera bien entendu par une demande émanant du médecin du travail. Et donc,
ça doit se faire entre la veille de la reprise du travail et au plus tard 10 jours avant. Et donc, cela sera décisif pour décider de la capacité à reprendre le travail ou pas. Et donc, le médecin du travail doit pouvoir contrôler le poste de travail. Il est important de lui donner accès. Et en ce moment, les travailleurs ne sont pas toujours informés. Et donc, ce sont évidemment des données confidentielles, mais qui vont être évoquées pendant cette procédure. Alors, les aménagements raisonnables, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout d'abord, pour comprendre de quel concept je parle, en fait, qui sont les travailleurs qui ont le droit de demander un aménagement raisonnable? Eh bien, ce sont des travailleurs qui sont porteurs d'un handicap, mais qu'est-ce qu'on entend par un handicap? Donc, ça correspond à une définition européenne qui est une notion très large. Un handicap, c'est une limitation définitive de participer à la vie professionnelle qui trouve son origine dans la maladie ou dans un accident du travailleur. Et donc, une incapacité de travail de longue durée peut être considérée comme un handicap si elle nécessite des aménagements raisonnables. Et c'est donc la raison pour laquelle il est important que vous compreniez les règles. Une incapacité de longue durée peut justifier ces aménagements raisonnables, mais qu'est-ce que c'est un aménagement raisonnable? Eh bien, c'est une mesure concrète qui vise à neutraliser les impacts négatifs d'un environnement non adapté sur la participation d'une personne en situation de handicap. Alors, ça peut être des aménagements organisationnels. Par exemple, lorsque le travailleur ne peut pas rester dans une position inconfortable ou douloureuse pour lui, cela peut consister à lui fournir les moyens de travailler dans une position confortable. Donc, on envisage également comme un aménagement raisonnable le fait de proposer une autre fonction à votre travailleur réintégré. Et donc, si une fonction ne correspond pas évidemment à ses compétences, par exemple, si vous proposiez à un mécanicien d'assurer le secrétariat, alors qu'il n'a pas de notion poussée d'orthographe ou d'informatique, on comprend évidemment que là, ce n'est pas un aménagement raisonnable du travail. Donc, vous devez vraiment le considérer dans son sens le plus large. Et donc, c'est un droit à l'aménagement raisonnable et c'est donc un droit que vous devez respecter. Vous devez proposer des aménagements raisonnables à vos travailleurs porteurs d'un handicap. Si vous ne le faisiez pas, eh bien, on considérait que ce refus serait une discrimination qui est susceptible d'être sanctionnée et donc il faut passer par une demande officielle qui peut émaner du travailleur et de l'employeur, de suivre un trajet de réintégration et vous ne pouvez refuser une demande que si les adaptations ou l'adaptation raisonnable représente une charge disproportionnée, par exemple la création d'une nouvelle fonction ou la demande d'adapter le poste sans aucune aide financière, eh bien, vous devez pouvoir motiver pourquoi l'aménagement raisonnable n'a pas pu être proposé ou concrétisé. Et dans la partie suivante, donc, nous verrons quelles conséquences cela peut avoir de ne pas respecter ce droit ou de refuser l'aménagement d'un poste de travail. Maintenant,
abordons ensemble la question, un mécanisme qui semble être en fait très connu, mais qui, dans les détails, ne l'est pas tellement, c'est la reprise partielle du travail ou le mi-temps médical, qui peut être mis en œuvre seul, c'est-à-dire en tant que mécanisme propre, ou qui, en fait, intervient dans le cadre d'un trajet d'intégration. C'est un mécanisme qui est un lien entre le droit du travail pur et le droit aux allocations, le droit à l'assurance maladie et donc aux allocations de la mutuelle. Ce mécanisme, en fait, s'adresse aux travailleurs en incapacité de travail et il peut être activé par ce dernier dès le premier jour d'incapacité de travail. Un exemple assez parlant pour vous, un mécanicien est en incapacité depuis 4 semaines. Grâce à vos différentes démarches et aux procédures que vous avez mis en place, il fait une visite pré-reprise auprès de l'employeur, celui du médecin du travail. Le médecin va identifier différentes possibilités d'adaptation du poste. Le temps passe et quelques semaines plus tard, eh bien, il revient vers vous avec une demande de reprise en mi-temps médical avec comme adaptation du poste celles qui ont été suggérées par le médecin du travail. Première question, c'est est-ce que vous, en tant qu'employeur, vous devez accepter cette demande de mi-temps médical? La règle générale, c'est que non, en aucun cas, un employeur ne peut être tenu de réintégrer un travailleur qui n'est pas apte à exercer le travail initialement convenu. Mais il faut être hyper attentif ici et je veux nuancer. Je suis d'avis personnellement que l'on doit toujours pouvoir justifier de manière raisonnable et complète un éventuel refus de mi-temps médical. Il ne peut pas s'agir d'une motivation spontanée, elle peut intervenir par la suite, mais en tout cas, elle doit être possible. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que, on l'a vu, dans certaines situations d'incapacité de travail de longue durée, en fait, la situation du travailleur peut être apparentée à un handicap. Et ici, la demande de reprise dans le cadre d'un mi-temps médical pourrait être considérée comme une demande d'aménagement raisonnable, demande qui ne peut être refusée que si l'on démontre que l'aménagement est déraisonnable ou qu'il est tout simplement impossible. Si on ne parvient pas à démontrer cela, eh bien, vous, en tant qu'employeur, vous vous exposez à un risque de condamnation pour discrimination. Et très récemment, une célèbre entreprise publique wallonne agissant dans les transports en commun par bus, en fait, s'est vu condamné pour refus d'aménagement raisonnable. Un travailleur avait sollicité un aménagement dans le cadre d'un mi-temps médical pour reprendre sa fonction de chauffeur. Cet aménagement avait été refusé et le travailleur s'était plaint de ce refus. Le tribunal avait considéré qu'il était effectivement considéré comme handicap et que le refus du mi-temps médical n'était pas justifié par la charge disproportionnée du mi-temps demandé. Et donc, ici, on a été en présence d'une discrimination. L'employeur a dû réaliser l'adaptation demandée et a été condamné au paiement d'une indemnité. Si maintenant vous venez à marquer votre accord par rapport à cette demande de mi-temps médical et que la mutuelle, le médecin conseil de la mutuelle, marque également son accord, le travailleur pourra reprendre le travail en cumulant le salaire lié à l'activité professionnelle et les allocations mutuelles, en sachant que lorsque l'occupation correspond à moins de 20% de l'horaire de travail normal, eh bien, le travailleur pourra cumuler 100% des allocations de mutuelle avec la rémunération qu'il va recevoir. Point important, lorsque l'un de vos collaborateurs reprend le travail dans le cadre d'un mi-temps médical, la loi prévoit que le contrat de travail initial est présumé en vigueur. Et donc, en fait, le contrat de travail initial n'est plus suspendu. Ce qui a évidemment pour conséquence première qu'en règle générale, les conditions de travail convenues vont donc s'appliquer. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, même obligatoire pour vous, de modaliser les conditions de la reprise, et notamment les questions d'horaire et de rémunération, avec votre travailleur pour éviter les mauvaises surprises. Par contre, vu cette logique-là, le travailleur, si l'on parle de droit aux vacances ou si on envisage éventuellement par la suite un licenciement, eh bien, il sera considéré comme étant occupé dans ses conditions de travail initiales. Et donc, s'il était à temps plein initialement, on calculera son indemnité de rupture sur la base d'un temps plein et non pas du temps partiel mi-temps médical.
Donc tout ça dans un avenant. Autre formalité, le travailleur devra demander au plus tard le premier jour de la reprise du travail l'autorisation du médecin conseil de la mutuelle pour pouvoir exercer cette activité. Maintenant qu'on a parlé de ça, envisageons le trajet de réintégration. C'est un mécanisme qui a donc été introduit pour la première fois en 2017 en Belgique. Il s'agissait à la base d'un mix entre réintégration des travailleurs et rupture pour force majeure médicale des contrats de travail. Dans la pratique, en fait, on s'est très rapidement rendu compte que ce mécanisme n'était utilisé en réalité que pour obtenir une rupture pour force majeure médicale du contrat de travail. Donc, un véritable constat d'échec dans le chef de nos politiques, vu le nom de la procédure trajet de réintégration. Et donc, on a décidé de modifier le mécanisme et d'en faire un mécanisme uniquement dédié à la réintégration. Et tout l'aspect force majeure médicale a été sorti du mécanisme pour être intégré dans un nouveau mécanisme dont nous parlerons la semaine prochaine. Et donc, c'est important de comprendre, si on parle aujourd'hui de trajet de réintégration, notez qu'il n'est plus du tout possible d'aboutir à une rupture pour force majeure médicale du contrat de travail dans ce cadre. Première question, en fait, c'est à qui je m'adresse quand je parle de trajet de réintégration. Je m'adresse en fait aux travailleurs en incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, par opposition aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. Donc, si un travailleur a un accident de voiture le samedi alors qu'il se balade et ne peut plus être en incapacité de travail, eh bien, il pourra reprendre le travail dans le cadre, effectivement, d'un trajet de réintégration. Si, par contre, c'est un chauffeur dans votre entreprise et qu'il ait effectivement un accident durant les heures de travail, bien ici, on parle d'accident du travail et le trajet de réintégration n'est possible que sous certaines conditions. Avant, on prévoyait interdiction totale de trajet de réintégration lorsqu'on avait une maladie professionnelle ou un accident du travail. La jurisprudence est passée par là et aujourd'hui, on a modifié le texte et on prévoit que c'est possible, mais uniquement après une consolidation, c'est-à-dire dès l'instant où un médecin va constater que l'incapacité, les séquelles ne sont plus évolutives et donc sont stabilisées. Et c'est uniquement à partir de cette consolidation qu'on pourra entamer pour le travailleur un trajet de réintégration. Pourquoi cette différence? En fait, parce qu'il existe en matière de maladie professionnelle ou d'accident de travail des procédures de réintégration particulières qui s'appliquent durant la phase pré-consolidation, même si, entre nous, celles-ci ne sont pratiquement jamais mises en œuvre. Le trajet de réintégration, c'est donc une procédure composée en plusieurs phases qui sont toutes extrêmement importantes. Je vous invite donc à être extrêmement attentif et à respecter la procédure et les délais en matière de trajet d'intégration, même si aujourd'hui, vu la distinction force majeure et réintégration, les conséquences d'une erreur sont un peu moins importantes que sous le trajet de réintégration 1.0. Première phase, c'est donc l'introduction du trajet d'intégration, la demande de trajet. On a simplifié la règle avec le trajet de réintégration 2.0. Aujourd'hui, celui-ci peut être introduit soit par le travailleur ou de son médecin traitant, et ce, à n'importe quel moment durant l'incapacité de travail. Ça peut être, par exemple, dès le début de celle-ci, dès le premier jour. Dans un deuxième temps, alors comment est-ce qu'il fait? S'il veut introduire une procédure, le travailleur devra communiquer au médecin du travail un formulaire spécifique demandant le début d'un trajet de réintégration. Il n'y a pas de modalité particulière de communication, on n'impose pas leur commande ou autre, c'est juste une demande ici écrite qui doit être formulée au conseiller en prévention. Si par contre le trajet est introduit par l'employeur, celui-ci n'est possible qu'à partir du 3e mois d'incapacité de travail ininterrompue. Qu'est-ce qu'on entend par ininterrompue? C'est en fait incapacité de travail permanente, en sachant que si votre travailleur, durant cette période, revient travailler moins de 14 jours, puis est à nouveau en incapacité de travail, la période est toujours présumée ininterrompue et donc vous pouvez continuer à tenir compte de l'incapacité de travail dans ce délai de 3 mois. L'employeur peut également introduire un trajet de réintégration
lorsqu'il reçoit du médecin traitant de l'emploi du travailleur un certificat qui constate l'inaptitude définitive. Si vous choisissez d'introduire, vous, le trajet d'intégration, je vous recommande, par souci de transparence, de politesse, et pour éviter éventuellement des discussions ou des conflits, d'en informer spontanément votre travailleur et de ne pas attendre que ce soit le conseiller en prévention qui adresse un courrier pour l'informer en fait de votre intention à cet égard-là. Deux petites nouveautés sur lesquelles je vais rapidement venir parce que le but n'est pas de parler des régimes éventuels, mais voilà, le gouvernement Arizona a pour volonté de rendre le trajet de réintégration possible dans le chef de l'employeur dès le premier jour d'incapacité de travail si le travailleur marque son accord quant à ce point-là. Et il prévoit également, dans une autre mesure, l'obligation pour l'employeur, à partir de 8 semaines d'incapacité de travail ininterrompue, de soumettre le travailleur à ce qu'on va appeler un examen d'aptitude par le médecin du travail. Et l'accord du gouvernement prévoit que dans ce cadre-là, l'employeur serait alors tenu d'initier un trajet de réintégration dans un délai déterminé. Et s'il ne le fait pas, en tout cas pour les grosses entreprises, on aurait une sanction particulière à cet égard-là. C'est évidemment des annonces, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, on ne sait pas encore de quoi demain est fait. Après cela, donc, on va voir l'invitation. Donc, la demande de l'employeur ou du travailleur arrive chez le conseiller en prévention et le trajet de réintégration et les délais liés vont donc commencer dès le lendemain de cette réception. Dès qu'il reçoit la demande, le conseiller en prévention médecin du travail va communiquer celle-ci à l'employeur si la demande vient du travailleur à la base, ce qui est logique, et va également communiquer la demande au médecin conseil de la mutuelle. Il va aussi immédiatement inviter le travailleur pour un examen médical de réintégration. L'invitation, elle est faite obligatoirement par écrit, sans qu'on précise le mode d'utilisation de celle-ci. Et il est également extrêmement important pour vous de comprendre, en fait, l'employeur et le conseiller en prévention doivent vraiment faire le nécessaire pour permettre de joindre le travailleur pour qu'il soit conscient et ait connaissance de cette demande de réintégration si ce n'est pas lui qui est à l'origine. Et je m'en viens avec ce que j'expliquais la semaine dernière avec les absences injustifiées. Voilà, il faut jouer le jeu dans votre chef. Si vous savez pertinemment que l'adresse du travailleur n'est pas la bonne, mais que vous disposez de son numéro de téléphone, la bonne foi veut que vous tentiez en fait de contacter votre travailleur pour qu'il soit conscient de la demande et qu'il puisse y donner suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si justement votre travailleur ne donne pas suite à l'invitation, soit parce qu'il n'a pas connaissance, soit parce qu'il refuse stricto sensu d'y aller? Eh bien, il y a une procédure qui a été mise en place désormais et cette procédure, c'est après 14 jours, s'il n'y a pas de réponse ou s'il y a un refus, le conseiller en prévention médecin du travail va adresser une deuxième invitation au travailleur. Il y aura là de nouveau un deuxième délai de 14 jours, s'il n'y a pas de réponse ou s'il y a un refus. Et après cela, une troisième invitation sera envoyée. Après la troisième invitation sans réponse ou avec refus, bien, le trajet de réintégration prend fin et le conseiller en prévention en informe l'employeur et les différentes parties. Question, c'est est-ce qu'un refus injustifié de se rendre au contrôle peut justifier un motif grave? Le Code du bien-être, il prévoit expressément que le travailleur et l'employeur doivent contribuer au succès de bonne foi, au succès du trajet d'intégration. Et dans ce cadre-là, dans l'ancien système de trajet d'intégration, on a eu le tribunal du travail de Gand qui a considéré qu'un refus répété et illégitime de participer à l'examen médical pouvait justifier un motif grave car c'était une insubordination. C'est une décision, à ma connaissance, qui a été rendue en ce sens et je vous invite à être extrêmement prudent parce que voilà, c'est l'ancien régime et aujourd'hui, le Code du bien-être prévoit expressément que la conséquence à tirer d'un refus, c'est simplement la fin du trajet de réintégration. Donc pour moi, à l'heure actuelle, partir vers un licenciement ou une sanction, voire même un motif grave, c'est extrêmement risqué. L'examen en lui-même, mais donc effectivement, votre travailleur se présente chez le médecin. C'est quoi la mission du médecin du travail? C'est examiner si le travailleur pourra à terme exercer ou non le travail convenu. Donc, est-ce que son incapacité de travail
est définitive ou uniquement temporaire. Deuxième question, c'est est-ce que dans l'intervalle, est-ce qu'actuellement, une adaptation ou un autre poste est possible pour le travailleur? Et si oui, troisième question, c'est quelles seraient les modalités d'adaptation ou d'autres travail que l'on pourrait proposer aux travailleurs? S'il l'estime nécessaire, le conseiller en prévention peut en fait se rendre sur le poste de travail pour examiner les éventuelles adaptations du poste. Je vous invite vraiment à jouer le jeu et à rendre cet examen du poste possible et même à l'encourager, parce que ça vous permettra en fait d'avoir, le cas échéant, des adaptations ou des propositions qui sont réellement adaptées en fait, à votre entreprise et à ses réalités, et non pas des recommandations, je dirais, très généralistes qui ne tiennent pas compte de ce qui se passe réellement dans l'atelier ou dans les bureaux. Durant cette phase d'examen, le conseiller en prévention peut également se concerter avec différentes personnes, soit avec l'accord du travailleur, et là je pense au médecin traitant du travailleur, je pense à d'autres conseillers en prévention, je pense au médecin conseil de la mutuelle. Il peut également, moyennant une demande expresse du travailleur, se concerter avec vous, employeur. Et à nouveau, si cette demande est introduite, je vous invite vraiment à jouer le jeu, à rencontrer le conseiller en prévention et à lui exposer, à lui faire part de qu'est-ce que c'est le poste du travailleur, qu'est-ce qui est possible comme adaptation en tenant compte de votre réalité. Ça permet en fait de faciliter la réintégration et d'éviter des tensions dans l'entreprise. Au terme de tout ça, et donc au plus tard 49 jours après la demande, le conseiller en prévention doit prendre une décision. On a 3 types de décisions. Décision A, il va constater que le travailleur est temporairement inapte pour le travail convenu, mais qu'une adaptation du poste de travail ou un autre travail est possible. Et donc là, il va formuler des recommandations en tenant compte de l'examen du poste, en tenant compte éventuellement de votre concertation. Deuxième point, c'est décision B, le travailleur est définitivement inapte pour exercer le travail convenu, mais un travail autre ou adapté est possible dans l'entreprise. À nouveau, il précise les modalités de cette adaptation ou de cet autre travail. Étant donné l'aspect définitif de l'incapacité de travail, dans cette hypothèse-là, le travailleur a la possibilité d'introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention. Je ne vais pas revenir sur le détail de ce recours-là, mais donc voilà, il aura 21 jours pour envoyer un recommandé au médecin inspecteur social, au SPF Emploi, afin de contester la décision. Enfin, dernier point, c'est la décision C, c'est lorsque, souvent pour des raisons d'évolution de la maladie ou de caractère prématuré, on décide que la mise en œuvre d'un trajet de réintégration n'est pas opportun pour le moment, et donc on dit stop, on met fin au trajet de réintégration, et une nouvelle demande peut être introduite dans les 3 mois. Lorsqu'on a pris une décision A ou B, vous devez, vous, en tant qu'employeur, entamer ce qu'on va appeler une phase d'élaboration d'un plan de réintégration. C'est une phase super importante avec vraiment énormément d'obligations, et on a 2 délais différents. Si c'est une décision A, vous devez faire cette phase d'élaboration dans un délai de 63 jours. Parce qu'effectivement, on est sur une reprise temporaire du travail, c'est une fonction qui ne sera pas définitive, et donc on dit, voilà, allons vite, avançons. Par contre, si décision B est donc une aptitude définitive, étant donné que le poste de travail va devenir presque définitif pour le travailleur, on donne un délai beaucoup plus long pour envisager toutes les possibilités et vraiment tenir compte de tout ce qui est possible dans l'entreprise. Durant cette phase, il y a 2 obligations qui doivent être respectées sous peine de nullité par vous, employeur. C'est premièrement d'effectivement rechercher ce qui est possible en termes d'adaptation ou d'autres travail, en tenant compte, si on est en face d'un travailleur éventuellement qui peut être considéré comme handicapé, au sens des aménagements raisonnables, en tenant compte de ces aménagements raisonnables et des critères de ce qui est ou non raisonnable. Deuxième, alors oui, un point important durant cet examen des possibilités concrètes, c'est de prendre votre temps. En fait, si on vous donne 6 mois, le but n'est pas après 2 semaines de dire « ce n'est pas possible pour moi, je ne sais pas être adapté ». Non, on vous a donné 6 mois vraiment pour chercher
tout ce qui est possible pour réintégrer effectivement le travailleur. Et certains employeurs qui ont voulu aller trop vite et qui ont dit stop après 2, 3, 4 semaines, voire un mois, en fait, se sont vus condamnés et ont eu des problèmes. Enfin, deuxième obligation, c'est l'obligation de se concerter effectivement avec le travailleur, le conseiller en prévention et éventuellement d'autres personnes. J'insiste vraiment sur l'obligation de se concerter effectivement et ensemble, idéalement même en présentiel dans le même bureau, face-to-face. Beaucoup d'employeurs se sont vus sanctionnés parce qu'en fait, ils avaient négligé cette phase de concertation préalable à toute décision en lien avec un plan ou non. Quand on a respecté cette obligation-là, au terme du délai de 63 jours ou de 6 mois, l'employeur doit communiquer par écrit, parce qu'un courrier recommandé nécessaire, ça dépendra vraiment de la volonté ou non de montrer qu'on a respecté le délai, mais doit communiquer donc aux travailleurs et aux conseillers en prévention, soit le plan de réintégration qui reprend les différentes modalités d'adaptation, ou alors, si ce n'est pas possible, un rapport qui motive les raisons de l'impossibilité de faire un plan de réintégration. Il y a deux motifs possibles. C'est soit un motif qui prouve que c'est techniquement ou objectivement impossible pour vous de faire un plan de réintégration. Je prends, voilà, les conditions proposées sont impossibles à mettre en œuvre dans l'entreprise. Voilà, on travaille toujours dehors, rien n'exige un poste administratif à l'intérieur. Ou alors, deuxième motif, c'est que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés. Par exemple, ben voilà, ce poste administratif pour un mécanicien, mais le travailleur n'a absolument pas les compétences pour exercer ce poste-là, et une formation et mise à niveau est tout à fait impossible vu les retards accumulés. On doit également dans ce rapport, et c'est extrêmement important et c'est nouveau, vous devez pouvoir montrer dans votre justification que vous avez examiné toutes les possibilités de réintégration, notamment pour les personnes éventuellement considérées comme handicapées, que vous avez envisagé cela sous l'angle de l'obligation d'aménagement raisonnable. Et là, le trajet prend fin. Si vous communiquez le plan au travailleur, il aura 14 jours, soit pour accepter ce plan, et donc dans ce cas-là, il signe le plan et ça devient en quelque sorte l'avenant à l'occupation de travail ou le nouveau contrat de travail en fonction du caractère temporaire ou non de l'inaptitude. Et voilà, vous continuez dans ce cadre-là d'occupation avec un suivi régulier de la part du conseiller en prévention et une possibilité pour le travailleur d'aller faire des examens médicaux s'il sent que la situation, son état de santé évolue favorablement ou défavorablement. Le travailleur peut également refuser le plan. Pour cela, il doit motiver par écrit les motifs de son refus. Le trajet prend fin et il reste donc en incapacité de travail. Enfin, si le travailleur ne donne pas de réponse à l'employeur, après 14 jours, vous devez, vous, adresser un rappel au travailleur. Et c'est seulement si vous n'avez pas de réponse après ce rappel qu'on considérera que le trajet de réintégration a pris fin. Et donc, en fait, votre travailleur reste en incapacité de travail. Quels sont en fait les risques globalement pour l'employeur en matière de trajet d'intégration? Je vais prendre deux exemples. Si vous recevez une demande de trajet d'intégration et que vous ne donnez pas suite à celle-ci, la jurisprudence a déjà considéré que c'était une faute qui justifiait l'octroi de dommages et intérêts ou qui justifiait en fait une résolution judiciaire, donc une rupture du contrat de travail à votre tort avec derrière paiement de dommages et intérêts. Ça peut être aussi sous un autre angle, si vous refusez ou de mettre en place un trajet de réintégration pour des motifs qui ne sont pas valables ou si vous ne donnez pas suite, on peut également, si on parle d'un travailleur considéré comme handicap, parler de refus d'aménagement raisonnable et donc en fait ici d'un acte discriminatoire qui justifie l'octroi d'une indemnité pour licenciement discriminatoire. Donc voilà, en règle générale, quand on parle de réintégration, soyez vraiment attentifs, tenez compte des possibilités effectives et vraiment faites un travail de fourmi pour voir les possibilités de réintégration et éviter tous les risques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va maintenant regarder s'il y a des questions auxquelles on peut répondre directement. Donc, première question, krijgen we de slide van deze presentatie? Oui, vous les recevrez sans aucun souci. Deuxième question, donc, est-ce qu'une demande de mi-temps médical doit être impérativement suivie d'aménagement du poste de travail
ou une simple réduction du temps de travail peut suffire. En fait, en règle générale, oui, l'aménagement de la fonction du poste de travail peut consister, sans aucun souci, dans tout simplement une reprise à temps partiel, afin effectivement de pouvoir adapter le travail à l'état de santé du travailleur. S'il n'est pas apte à travailler directement 38 heures semaine, mais qu'une reprise uniquement les matins pour commencer est possible, ben, c'est un mi-temps médical et c'est une adaptation du poste de travail qui est tout à fait envisageable. Et vous pouvez formaliser ça, effectivement, dans un avenant au contrat de travail. Alors, kan het huisarts voorschrijven dat de werknemers geen reïntegratie kan max starten? Mais voilà, ici, globalement, pour moi, je dirais que non. En fait, globalement, l'intérêt du travailleur, c'est de se rendre plus simplement en fait, auprès du conseiller en prévention, du médecin du travail, de lui remettre, le cas échéant, ici, le cours, éventuellement l'attestation de son médecin, pour que le conseiller en prévention puisse en tenir compte, le cas échéant. Mais je pense que c'est tout à fait intéressant ici de tout de même exiger le fait de se rendre chez le médecin du travail. Attendez, je vois d'autres questions ici. Alors, pouvez-vous repréciser à partir de combien de jours de maladie on doit demander un plan de réintégration? Alors, si vous êtes employeur, actuellement, vous pouvez demander l'initiation d'un trajet de réintégration uniquement à partir de 3 mois ininterrompus d'incapacité de travail. Voilà. Autre question, si j'ai bien compris, lorsqu'un travailleur passe en mi-temps médical, il faut faire une sorte d'avenant au contrat afin de bien stipuler une nouvelle modalité. Attendez, je ne vois pas la suite. Si cela n'est pas fait et que la collaboration avec le travailleur vient à terminer, les indemnités de préavis seraient calculées sur la base de son temps plein. Alors, ce n'est pas exactement ça. L'avenant va encadrer l'occupation temporaire. Par contre, comme je l'ai dit, le contrat initial est présumé être maintenu. Et donc, si on envisage une rupture de contrat de travail, même si vous avez un avenant qui marque le travailleur est occupé à 50%, pour calculer l'indemnité de rupture, on calculera celle-ci sur la base d'une rémunération à temps plein. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de possibilité de proposer un aménagement raisonnable? Voilà, bah, effectivement, là, je crois que là, on y a répondu derrière. Si on ne sait pas adapter le poste et qu'on est par exemple dans le cadre d'un mi-temps médical, eh ben c'est tout simplement, on refuse en expliquant pourquoi. Et si on est dans le cadre d'un trajet de réintégration, eh bien, on établit un rapport qui constate la possibilité d'établir un plan. Alors, on a une question de Madame Lena Long concernant la possibilité de demander, j'imagine, une visite pré-reprise du travail, et le fait que l'employeur ne peut pas demander à ce que le travailleur la fasse, c'est tout à fait vrai. Comme je l'ai dit, vous devez informer votre travailleur quant à la possibilité pour lui de recourir à cette visite pré-reprise, mais vous ne pouvez pas vous-même être à l'origine de la demande et imposer à votre travailleur. C'est vraiment, en fait, un outil à disposition du travailleur pour adapter la fonction. Les cas suivants, s'il souhaite un jour revenir. C'est vraiment un outil pour le travailleur et pas pour l'employeur. Vous vous arrêtez uniquement à l'informer quant aux possibilités de réintégration. Que se passe-t-il si le travailleur ne se présente pas à l'examen de reprise, pré-reprise ou refuse? Y a-t-il des sanctions également possibles à leur encontre? Donc voilà, pour l'examen de pré-reprise, je viens de répondre, en fait, vous ne pouvez pas l'imposer, donc la question ici ne s'applique pas. Et au niveau de l'examen de reprise, c'est très simple. Si votre travailleur ne se présente pas à l'examen de reprise, la sanction, c'est il ne peut pas débuter le travail et vous lui refusez en fait l'accès au poste de travail. Et vous pouvez, le cas échéant, effectivement, je vais aller même plus loin, envisager des sanctions ou plus loin, effectivement, parce qu'on a un travailleur qui en fait vous met en difficulté avec votre propre obligation légale qui est l'interdiction de l'occuper sans l'autorisation du médecin du travail.
Je vous remercie donc vivement de votre participation et je compte sur votre présence lors de notre dernier module, troisième et dernier module, mercredi prochain, consacré à l'incapacité de travail.